Bonjour François Asselineau, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse du sommet qui a eu lieu cette nuit à Anchorage entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Alors, bonjour, je réagis. Nous sommes samedi 16 août 2025 au petit matin, à 9 heures du matin. Donc, c'est une réaction un peu encore à chaud qui, évidemment, va être corrigée ou devra être corrigée en fonction des événements qui vont se dérouler dans les jours qui viennent. Je voudrais dire qu'il y a un sentiment général que tout le monde peut avoir, c'est un petit peu le sentiment d'une montagne qui aurait accouché d'une souris et que finalement, il n'y a pas eu grand-chose d'annoncer. Alors, qu'il n'y ait pas eu grand-chose d'annoncé, c'est exact, mais ce n'est pas pour autant que rien ne s'est passé. Et ce que je pense, c'est qu'il y a actuellement des forces agissantes très puissantes, euro-atlantistes, de l'État profond américain, qui en fait en font tout leur possible pour empêcher qu'il y ait un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, pour empêcher que la Russie réintègre la scène diplomatique, sinon mondiale, du moins occidentale, puisque en termes mondiaux, la Russie n'est pas du tout isolée. Il y a donc des forces qui sont là pour essayer d'empêcher qu'il y ait la paix en fait en Ukraine et qui veulent continuer à faire la guerre. Je rappelle d'ailleurs au passage que le cours boursier des grandes entreprises de l'armement, notamment en Allemagne, avec Rheinmetall par exemple, a beaucoup baissé avec l'annonce de cette rencontre. Donc il y a derrière des intérêts sordides du complexe militaro-industriel, de l'État profond, notamment américain, des forces euro-atlantistes, qui ne veulent pas qu'il y ait la paix, qui veulent que la guerre se poursuive. Alors ceci étant posé, je pense que un diplomate chevronné, voyant ce qui s'est passé, garderait le calme des vieilles troupes et ferait remarquer qu'il y a quand même eu deux acquis très importants dans ce sommet. Le premier, c'est qu'il a eu lieu, c'est-à-dire que Vladimir Poutine s'est rendu sur le sol des États-Unis d'Amérique. Alors certains se sont étonnés que les États-Unis ne l'aient pas arrêté puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre Poutine qui a été lancé par la Cour pénale internationale. Je rappelle au passage que la Russie n'a pas reconnu le statut de Rome, la Cour pénale internationale, mais les États-Unis non plus. Voilà. Donc ça fait partie. Il y a un certain nombre de pays dans le monde qui n'ont pas reconnu la jurisprudence de la CPI. C'est pareil pour Israël d'ailleurs. Et donc, lorsque Poutine se rend aux États-Unis, il n'y a aucune raison pour que les États-Unis arrêtent Poutine. Alors, premièrement, le sommet a eu lieu. Et donc, c'est évidemment un avantage très important, pas seulement d'ailleurs pour Poutine, principalement pour Poutine, mais aussi pour les deux. C'est quand même le fait que, eh bien, il y a, Poutine est de nouveau fréquentable, on peut discuter avec lui. Alors ça, c'est très très important, parce que ça veut dire que la possibilité d'un dialogue est réunie. Parce que les va-t-en-guerre ne veulent surtout pas qu'on discute, ni qu'on parle. J'ai vu d'ailleurs là, sur les réseaux sociaux, comme un certain nombre de médias qui ont beaucoup à se faire pardonner, comme LCI ou BFM TV, et essayent de donner un tout petit peu plus la parole maintenant à des gens qui ont une position un peu moins anti-russe, qui font valoir des arguments russes. Je vois il y a des internautes, pas beaucoup, mais qui sont complètement avec l'esprit formaté par l'idéologie du soutien à l'Ukraine, etc. Il y en a qui se scandalisent que l'on donne si peu que ce soit la parole à l'autre partie. Donc ça, ce qui est important, c'est que Trump a bravé un interdit. Et moi, je trouve quand même que c'est très courageux de la part de Trump, c'est d'avoir rencontré Poutine, de l'avoir reçu sur le sol américain. D'ailleurs, vous avez vu, il s'est mis en frais lorsqu'il y a eu cette scène qui était chorégraphiée en fait, avec les deux avions qui étaient non loin l'un de l'autre sur l'aéroport d'Anchorage. Il y avait eu un top départ qui a dû être donné pour que les deux chefs d'État descendent à peu près au même moment de leur avion avec un petit avantage à Trump, parce que c'est Trump qui devait arriver le premier à la croisée des, des, des tapis rouges. Lorsque donc Trump a attendu quelques instants,
une quinzaine de secondes, une vingtaine de secondes que Poutine arrive à sa hauteur. Et lorsque Trump a vu arriver Poutine, il l'a applaudi comme ça des deux mains. C'est quand même tout à fait étonnant. Ils ont eu ils se sont serrés la main de façon très cordiale. Ils ont échangé quelques mots. Et puis ensuite, Trump a proposé à Poutine de monter dans sa voiture, ce qui n'était pas prévu au programme, puisque les Russes avaient envoyé la voiture blindée de Poutine à Anchorage. Là, il y avait la voiture blindée de Trump. Trump a proposé à Poutine de monter dans sa voiture, ce qu'ils ont fait. Donc, on peut dire qu'il y a eu un accueil cordial et que rien que ça, c'est déjà fondamental. Parce que je rappelle quand même que Poutine a été présenté dans les médias occidentaux comme rien moins que la réincarnation d'Adolf Hitler, enfin à peu près. Hein. J'ai pas inventé que certains le surnomment Putler. Bon. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'un dialogue a été renoué. C'est ça qu'en diplomatie, on regarde. Le deuxième point, c'est que, à l'évidence, ce sommet avait été annoncé comme devant durer 7 ou 8 heures. Il a duré 2, 3 heures. Bon, il a été beaucoup plus court que prévu. Et puis, il devait y avoir une conférence de presse à l'issue. Et il y a eu une conférence de presse, mais réduite presque à sa plus simple expression, puisqu'il y a eu en fait deux discours parallèles de Poutine et de Trump qui se sont échangés des amabilités, mais il n'y a pas eu de questionnement avec des journalistes qui auraient posé des questions gênantes, il n'y a pas eu de réponse, etc. Et donc, on a eu le sentiment, effectivement, qu'il n'y avait pas grand-chose de concret, il n'y a pas eu d'annonce très concrète. Les deux chefs d'État se sont quand même félicités d'avoir mené des conversations constructives ils ont prévu de se rencontrer prochainement. Poutine a d'ailleurs invité à cette occasion, devant les journalistes, Trump à venir à Moscou. Moscou a plaisanté en disant oh, ben, volontiers, mais là, je vais encore me faire critiquer, etc. Donc, il n'a pas donné un oui formel. Et puis, ça s'en est arrêté là. Il y a quand même eu des mots sympathiques de part et d'autre qui ont été échangés, notamment Vladimir Poutine a laissé entendre qu'il partageait l'idée selon laquelle si Trump avait été président des États-Unis en 2022, eh bien, il n'y aurait jamais eu le conflit. Alors, on en est là. Il y a donc eu des conversations approfondies sur des sujets certainement très, très chauds, comme par exemple les échanges de territoires, l'architecture de sécurité de l'Ukraine, le rôle des garanties de sécurité qu'aura l'Ukraine et qu'aura la Russie après la guerre, voilà, peut-être même les réparations, un certain nombre de choses, mais à l'évidence quand même, la rencontre a été plus courte que prévu parce que les deux s'étaient fait accompagner, enfin notamment Poutine s'était fait accompagner de l'un de ses conseillers qui est spécialiste sur les développements économiques, parce qu'il y avait en arrière-plan l'idée de proposer des coopérations en matière économique entre les deux États, et notamment peut-être dans l'océan glacial arctique, avec les zones économiques exclusives des deux pays qui sont contigus. Il n'en a pas du tout été question. Il y avait les ministres des Finances de part et d'autre qui étaient venus. Ils ont évidemment leur présence a été quasiment superflue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le sommet, il y a quelque chose qui a dû se passer au début, peut-être dans la voiture de Trump, puisque normalement il était prévu qu'il y ait un entretien en tête-à-tête. Et en fait, cet entretien en tête-à-tête n'a pas eu lieu. Ils ont commencé tout de suite un format 3 plus 3, c'est-à-dire les deux présidents, les deux ministres des Affaires étrangères et les deux conseillers. Écartés ont été les ministres de la Défense, le ministre des Affaires économiques, etc. Eux, ils n'ont pas pris part à ce débat 3 plus 3. Le, Trump avait dit, avant d'arriver, qu'il saurait en 5 minutes ce qu'il fallait en penser. Je suis donc enclin à penser, je peux me tromper bien entendu, mais je suis enclin à penser qu'au cours des quelques minutes, peut-être un quart d'heure qu'ils ont passé ensemble en voiture, le temps de rallier depuis l'aéroport d'Anchorage, de rallier la réunion, la base militaire où ça devait se tenir le sommet, je pense qu'ils ont dû avoir quelques conversations très, très franches. Et je pense que donc Trump a pu mesurer que Poutine ne varierait pas d'un iota, pas d'un pouce, sur toute une série de sujets, qu'il n'accepterait pas un cessez-le-feu
comme ça en préalable, parce que Poutine sait très bien qu'un cessez-le-feu préalable signifierait permettre à l'Ukraine de refaire ses forces militaires pour mieux contrebattre l'armée russe qui progresse beaucoup en ce moment. Voilà, donc il n'est pas bête. Donc je pense que Trump a dû se rendre compte que Poutine ne transigerait pas sur cette affaire, que Poutine ne transigerait pas sur les républiques du Donbass et puis Kherson et Zaporijie, ni la Crimée bien sûr, que Poutine ne transigerait pas sur le fait que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Voilà. C'était assez prévu. Et donc je pense que Trump a dû se dire, bon ben puisque c'est comme ça, je vais, on va essayer de discuter un petit peu le coup et après je vais refiler le bébé à Zelensky et aux Européens. Je crois qu'à ce point de vue, ce niveau de l'analyse, il faut bien préciser quand même que les deux chefs d'État ne sont pas du tout dans la même situation. D'abord, la guerre en Ukraine a éclaté du fait de l'autorisation de Biden. C'est Zelensky et Biden qui ont entamé cette affaire, et auparavant Obama, puisque les prémices de cette guerre remontent au Maïdan de 2014. Donc il ne faut jamais oublier ça. Trump, il prend une situation qu'il n'a pas créée et dont il regrette justement qu'elle soit comme elle est. Lui, il dit que s'il avait été à la Maison-Blanche, cette guerre n'aurait jamais éclaté. Donc, on a d'un côté Vladimir Poutine qui a été chef d'État tout du long, en fait, et qui a assisté à cette attaque en règle de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique, qui a commencé avec le Maïdan pour essayer de piquer la Crimée et de piquer l'Ukraine à l'influence russe. C'est ce qui s'est passé. Vous savez que Poutine a réagi immédiatement en envoyant des troupes en Crimée pour mettre la main sur la Crimée parce qu'il ne pouvait pas se passer du port en mer chaude de Sébastopol, mais aussi parce que la population de la Crimée est à 95% russophone, russophile, et que la Crimée d'ailleurs appartenait à l'Union soviétique jusqu'en 1954, et c'est Khrouchtchev qui avait une ascendance ukrainienne et qui l'a donnée pour le 300e anniversaire du traité de Péréoslav de 1654, qui a rattaché une partie de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine à la Russie. C'est Khrouchtchev qui a pris cette initiative de donner la Crimée à l'Ukraine. Donc, Poutine a réagi en mettant la main sur la Crimée dès 2014, dès l'affaire du Maïdan, et puis ensuite, vous connaissez l'histoire avec le bombardement des populations russophones du Donbass, opéré par les forces de Kiev, et notamment ensuite par le président Zelensky, qui avait été élu justement pour faire la paix. Donc on a d'un côté Poutine qui n'a aucune raison de bouger en fait. Il connaît le dossier par cœur. Son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, il est ministre des Affaires étrangères depuis quasiment un quart de siècle. C'est l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères du monde entier. À mon avis, le meilleur, le plus expérimenté, qui connaît tout le monde, qui connaît tous les détours et retours de la diplomatie mondiale, il n'a pas besoin de changer. On a d'ailleurs remarqué qu'il était arrivé avec un sweatshirt qui me frappait du logo URSS, enfin CCCP en russe, ce qui montre quand même une volonté de ne pas passer sous les fourches caudines des États-Unis pour bien affirmer que la Russie, aujourd'hui, est l'héritière de l'URSS. Donc, Poutine a d'autant moins de raisons de changer que, par ailleurs, il exerce un pouvoir autocratique, qu'il n'a pas vraiment d'opposition, que d'ailleurs 80-85% de la population russe le soutient dans cette affaire, que par ailleurs sur le terrain il possède 20% de ce qu'était l'Ukraine, les forces russes occupent 20% de l'ancien territoire ukrainien, et que par ailleurs il a la supériorité militaire, et qu'en ce moment le front bouge très rapidement en faveur de la Russie. Donc il y a comme dirait Trump, Poutine a toutes les cartes en main, en fait. Il n'y a pas d'élection prévisible qui risque de le menacer. Il n'a pas d'opposition qui risque de le critiquer. Il a le soutien massif de sa population, etc. Donc, en fait, Trump ne peut que constater qu'une chose, c'est que Poutine n'a aucune raison de changer. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Poutine reste, il est là, il persiste et signe. Ça correspond par ailleurs à son personnage, puisque c'est quelqu'un qui est un calculateur, et qui est froid, réfléchi, très rationnel.
Et donc est arrivé avec ses ministres pour réaffirmer tout simplement la position de la Russie, et avec une position extrêmement simple, c'est soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ben, on continue. On continue, c'est-à-dire que l'Ukraine, de toute façon, va s'effondrer. Ça donne une force à Poutine qui est quand même très extraordinaire. De l'autre côté, Trump a beaucoup de fragilité. Trump, d'abord, il n'est élu que pour 4 ans. Et en novembre 2026, c'est-à-dire dans 1 an et 3 mois, il y a les élections de midterm aux États-Unis qui sont très importantes pour lui. Deuxièmement, Trump ne pourra pas se représenter. Donc il a déjà fait, quand même, il a déjà écorné une partie de son pouvoir, puisque je rappelle que comme un président en fin de deuxième mandat aux États-Unis, on appelle ça lame duck, c'est-à-dire un canard boiteux. En règle générale, la dernière année, il a peu de pouvoir parce que tout le monde sait qu'il est sur le départ. Donc Trump n'a pas énormément de temps pour réagir. Deuxièmement, il est dans un pays extrêmement divisé. Le pouvoir est polycentrique aux États-Unis. Il a contre lui l'État profond américain, j'en parlais tout à l'heure. Il a contre lui le complexe militaro-industriel. Il a contre lui le Parti démocrate, le lobby LGBT. Il a contre lui le lobby du complexe militaro-industriel, le lobby des grands fonds de pension, BlackRock et Vanguard qui ont investi, qui ont acheté des milliers d'hectares en Ukraine, n'ont pas forcément envie de voir les États-Unis se retirer, etc. Donc Trump, il a quand même énormément d'opposition, sans compter les Européens, comme on dit, au premier rang desquels, hélas, Macron, bien suivi par Merz et également par Starmer, qui en fait sont dans la main de l'État profond américain, c'est-à-dire de cette alliance de démocrates, etc., très hostile à Trump. Trump, il a également contre lui les médias, CNN le déteste, etc. Donc Trump, il est vraiment dans une situation où il est assez isolé. Sa seule force à Trump, outre son caractère personnel, ça, cet homme est un géant hein, du point de vue de la force de caractère. Mais sa vraie force, en fait, c'est le soutien du peuple américain. C'est la seule chose. Or, il a été élu par le peuple américain, notamment sur la promesse de terminer très rapidement la guerre en Ukraine. Voilà, donc Trump, il est dans une situation où il a besoin d'avoir des actes assez rapides et par ailleurs, il désapprouve cette guerre. Il est très sensible à la rationalité. Trump, c'est autant Poutine est un joueur d'échecs, autant Trump est un joueur de poker qui aime bien des rodomontades, lancer des promesses comme ça, et puis si ça marche pas, tant pis, il change de sujet. Voilà. On l'a vu avec les droits de douane, il avait décidé d'augmenter considérablement les droits de douane avec tous les pays avec lesquels les États-Unis d'Amérique enregistrent un déficit commercial très important. Il était monté jusqu'à annoncer des droits de douane de 450% avec la Chine. Il en a rabattu, hein, comme avec l'Union européenne, il avait dit 30%, il en a rabattu à 15% pour l'Union européenne. Mais il a donc obtenu quelque chose en bout de course. C'est ça la façon d'agir de Trump. Hein. C'est de lancer des trucs. Et puis après, en se disant, il y aura toujours, dans le deal que je négocie, il y aura toujours un petit quelque chose que je pourrais gratter. Voilà la configuration des personnalités. J'ajoute encore un dernier point sur Trump, c'est que à l'évidence, il n'a plus que quelques années au pouvoir. Il a le sentiment, il a la volonté de laisser une marque dans l'histoire. Et on lui prête, il l'a d'ailleurs évoqué lui-même, on lui prête l'idée d'être nommé, de recevoir le prix Nobel de la paix. Parce qu'il doit considérer que l'attribution du prix Nobel de la paix qui avait été faite à Obama était un vrai scandale. C'est un scandale, parce qu'Obama n'a pas cessé de faire la guerre pendant les 8 ans. Lui, Trump, c'est quand même quelqu'un qui fait très fort, puisque au cours des dernières semaines, il a, sinon réglé, du moins il a arrêté la guerre entre Israël et l'Iran. Il l'a appelé la guerre des 12 jours. Il est intervenu militairement. Il a fait des frappes contre l'Iran, mais des frappes qui étaient calculées pour que finalement ça n'endommage pas trop le potentiel iranien et que ça ne le brouille pas totalement avec le régime iranien. Donc il a mis un terme avec la guerre des 12 jours à la guerre entre Israël et l'Iran. Deuxièmement, il a tué dans l'œuf quasiment le début de guerre qui commençait entre la Thaïlande et le Cambodge sur des conflits frontaliers.
Et puis, troisièmement, le président Trump a reçu à la Maison-Blanche récemment, c'était le 8 août, il a reçu le président de l'Arménie et le président de l'Azerbaïdjan, et il a mis un terme, alors peut-être provisoire, mais enfin, il a quand même mis un terme à un conflit qui dure depuis 37 ans, qui est celui de l'enclave du Nakhichevan, l'enclave azerbaïdjanaise, qui est séparée du territoire principal par une langue de terre de l'Arménie. Et Trump a obtenu un accord donc des deux présidents pour qu'il y ait une espèce de corridor, le corridor Trump, hein, de Zagezurk, le corridor de Trump pour la paix, qui va être cédé à bail amphithéotique pour 99 ans par l'Arménie aux États-Unis d'Amérique, qui disposera de soldats américains non loin de la frontière avec l'Iran, soit dit en passant, et qui permettra à l'Azerbaïdjan de circuler de son enclave vers le territoire principal de l'Azerbaïdjan librement, tout en restant la propriété foncière restant au bout du compte à l'Arménie, même si c'est loué aux États-Unis. Voilà. Alors c'est un montage un peu baroque qui ne plaît pas du tout d'ailleurs à l'Iran, mais enfin ça c'est un autre sujet. En tout cas, force est de constater qu'au cours des derniers mois, même des dernières semaines, Trump a réussi, premièrement, donc, à couper court à la guerre, à arrêter la guerre Israël-Iran, à couper court au conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, et à régler un problème qui était pendant depuis 37 ans entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Même si tout ceci peut redémarrer, c'est entendu, mais c'était quand même très impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant qu'un certain nombre de voix commencent à s'élever maintenant dans le monde pour proposer à Trump ce qui est son rêve secret, il l'a dit, d'avoir le prix Nobel de la paix pour ainsi donc damer le pion à Obama qui avait obtenu le prix Nobel de la paix d'une façon absolument scandaleuse puisqu'il n'a pas arrêté de faire la guerre. Dans cette perspective, il faut voir que Trump, qui donc a une vision historique de son rôle, il veut rester dans les livres d'histoire, il est évident qu'il aimerait être également le pacificateur de l'Europe, le pacificateur de l'Ukraine. Tout ceci donc pour dire que entre Vladimir Poutine, qui n'a aucune raison de bouger et de maintenir sa stratégie, qui est une stratégie gagnante, d'un côté, le joueur d'échecs calme, froid, rationnel, réfléchi, et qui gagne, et qui a mené une guerre d'usure, et qui va continuer s'il ne se passe rien. On a face à lui un Donald Trump qui, lui, est pressé par le temps pour toute une série de raisons, qui, par ailleurs, a envie de faire un acte historique et qui, enfin, se débat parmi des quantités de contradictions et d'oppositions internes. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qui pouvait en résulter? Ben, en gros, il y avait deux hypothèses et puis une troisième qui, en fait, se rapproche de la seconde. La première hypothèse, c'est que Trump faisait un truc à la Trump, c'est-à-dire il annonçait comme ça de façon tonitruante qu'il était parvenu à un accord avec Poutine, que la Crimée et les quatre républiques du Donbass, plus Zaporozhye et Kherson, était confirmé à la Russie, que lui, il donnait là, les États-Unis confirmaient leur accord sur ça, que par ailleurs, les États-Unis mettaient leur veto à l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà, il aurait pu sortir ça. Je pense que ça aurait convenu à Poutine. Je pense d'ailleurs que c'est assez probablement ce qui a pu être débattu entre eux et avec leurs conseillers avec par ailleurs le fait que ça aurait été présenté à l'opinion publique avec un paquet cadeau qui eût été une coopération économique tous azimuts entre les États-Unis et la Russie, notamment dans leurs zones économiques exclusives qui sont limitrophes dans l'océan glacial arctique, où il y a des quantités de ressources en hydrocarbures, probablement en nodules polymétalliques, etc. Peut-être également l'exploitation de terres rares, soit dans l'extrême-orient russe, soit peut-être en Alaska, ou de métaux précieux. Donc, tout ce, et peut-être aussi la Russie aurait peut-être accepté que des entreprises américaines viennent s'installer en Russie en lieu et place des entreprises européennes qui ont dégagé du fait des sanctions. Tout ça eût été très. Je pense que c'est honnêtement, si je me mets dans la place de Trump, la peau de Trump, il a tout bénéfice à tout ça. Il arrête la guerre, il se fait copain avec la Russie,
Il pousse ses avantages en matière économique et financière pour les entreprises américaines. Et puis, il fait la nique aux Européens qu'il déteste, lesquels Européens n'auraient plus que leurs yeux pour pleurer, puisqu'ils verraient que même les implantations, je sais pas, les implantations de Renault en Russie, par exemple, pourraient être données à une entreprise automobile américaine, par exemple. Donc voilà ce que je pense qu'il y avait. Mais, il y a un mais, c'est que Trump au Basque, il a Zelensky d'une part, et il a les Européens d'autre part. Et donc l'autre hypothèse, c'était que ça aboutisse à un clash et que Trump se soit fait le porte-parole des Européens et de Zelensky en disant il faut absolument que vous rendiez les terres, etc., et puis que vous acceptiez que l'architecture de sécurité de l'Ukraine se fera à l'intérieur de l'OTAN. Donc à ce moment-là, Trump aurait été transparent par rapport aux Européens et à Zelensky. Là, on aurait eu un clash. Voilà. Alors en fait, c'est pas ce qui s'est passé. En réalité, Trump, à l'évidence, c'est un homme réaliste, rationnel, et il s'entend bien avec Poutine. Il est intéressant d'ailleurs de voir les deux personnalités qui, à mon avis, éprouvent une certaine fascination l'une pour l'autre. Poutine, c'est un petit chose, c'est quelqu'un d'origine très modeste. C'était un apparatchik du KGB, c'est un fonctionnaire un petit peu gris d'apparence et qui, par son intelligence, son travail, son dynamisme, et puis par la faveur des événements et puis la chance, tout simplement, a réussi au moment où tout s'effondrait en Russie, eh bien, à se faufiler jusqu'au pouvoir suprême et être aujourd'hui l'héritier d'une lignée d'autocrates et de tsars qui monte à des siècles et des siècles. Et il a maintenant réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a remonté la Russie, qui était tombée extraordinairement bas avec Boris Yeltsin. L'empire des tsars s'était désintégré. La Russie sous Yeltsin était vendue à l'encan, était bradée à des oligarques. La Russie était en train de perdre son âme. Et Boris Yeltsin est d'ailleurs l'un des personnages de la vie politique contemporaine russe les plus détestés par le peuple russe, à égalité avec Gorbatchev. Il ne faut pas se tromper, les Russes n'apprécient pas non plus Gorbatchev. Boris Yeltsin et Gorbatchev sont rangés parmi les traîtres à la Sainte-Russie, alors que Poutine apparaît comme un nouveau Pierre le Grand, comme une nouvelle Catherine de Russie, comme un nouveau Staline, un petit peu tout ça à la fois, c'est-à-dire à partir d'une situation qui est très, 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 très mauvaise, voire désespérée, il arrive à remonter tout ça et il a fait, en l'espace de 25 ans, d'un quart de siècle, il a fait repasser la Russie qui était tombée au fond du trou, l'a fait repasser au tout premier rang mondial, la première armée mondiale sur certains aspects, en matière économique, en matière de dynamisme industriel, l'intelligence artificielle, etc. Et en matière de rayonnement planétaire, il fait vraiment de très très gros succès. Donc je pense que Trump est tout à fait fasciné par cette personnalité de Poutine, qui restera comme un homme historique. Trump doit avoir le sentiment qu'il a en face de lui Staline et un mélange de Pierre le Grand et de Staline, quoi. Voilà. Et donc il y a cette fascination. Et aussi par le fait que Poutine est un homme éminemment intelligent, c'est un homme très rationnel, c'est un homme qui ne se paye pas de mots. Voilà, il est évident que Trump déteste les dirigeants européens, et à commencer par Macron. Trump, il l'a dit d'ailleurs, enfin, il a dit les mots les plus durs vis-à-vis de Macron, quand il a dit que Macron, tout ce qu'il touche, se transforme en merde. Enfin, c'est quand même incroyable de dire ça, mais c'est la réalité. Trump méprise profondément les dirigeants européens parce qu'ils ont été sélectionnés par l'État profond américain, le camp démocrate, etc., etc., tous ses opposants à lui, Trump. Et puis Trump considère que Macron est une fausse valeur par excellence, c'est un abruti, ce qui est l'avis de beaucoup de Français, et le mien aussi, c'est quelqu'un qui n'est que dans le baratin, mais qui tout ça n'est que de la poudre aux yeux, il n'y a aucune réflexion stratégique, et puis il vit dans le mensonge permanent. Macron, c'est quelqu'un qui vit en permanence dans le mensonge, alors que Trump, il a face à lui quelqu'un d'extrêmement rationnel et qui vit dans la réalité la plus brutale des rapports de forces internationaux. Et puis la réciproque est vraie, c'est-à-dire je pense que Poutine est quand même fasciné par Trump, parce que Trump, alors lui, c'est tout à fait autre chose. C'est un multimilliardaire, fils de gens richissimes, qui n'a pas dilapidé la fortune dont il avait hérité, mais il l'a fait prospérer. Et puis qui a quand même une personnalité hors du commun. La meilleure preuve, quand même, c'est que tout seul,
En fait, il se heurte à l'État profond américain. Tout seul, est en train de changer la destinée des États-Unis d'Amérique. Il se heurte à des obstacles absolument colossaux. Il arrive réchappé à des tentatives d'assassinat. Je rappelle quand même qu'à Philadelphie, c'était il y a un an, il s'en est suffi de quelques millimètres pour que la boîte crânienne de Trump explosât. Hein. Donc tout ça, Poutine, il le voit bien. D'ailleurs, parmi les rumeurs qui circulent, Trump aurait raconté autour de lui qu'au cours de l'entretien, peut-être même dans la voiture, Poutine lui aurait fait part de son admiration en lui disant vous avez, franchement, c'est extraordinaire ce que vous avez fait en un an, en quelques mois. Vous êtes en train de redresser complètement l'Amérique, chapeau bas. Voilà. Donc ils ont mutuellement un respect mutuel parce que l'un comme l'autre sont en train d'essayer de redresser leur pays. Donc ça fait vraiment une connivence très importante. Et en fait, ils ont le même adversaire. Ils ont les mêmes adversaires sous un certain nombre de côtés. Ils ont les mêmes adversaires, le mondialisme, la fin des États-nations. Ils ont comme même adversaire également l'idéologie woke, l'idéologie LGBT, tout ce qui est satanisme, etc. Bon, et tout ce qui est représenté en fait par Macron, par Epstein, par Starmer, par Merz, également par Zelensky en fait. Donc il y a une affinité entre les deux hommes qui a qui a transparu dans ces échanges et qui évidemment est l'une des raisons essentielles pour lesquelles ça vaut la vindicte de la presse occidentale contre Trump, parce qu'on a bien vu que la presse s'acharne tout de suite contre Trump sur le thème, c'est scandaleux, vous avez vu cette nullité. CNN a dit il était furieux lorsqu'il avait quitté Poutine, ce qui n'est pas vrai. J'ai fait un tweet pour montrer que c'était faux, au contraire, ils se sont quittés en très très bons termes. D'ailleurs, Poutine a invité Trump à venir à Moscou et Trump a répondu de façon assez drôle, à dire bah écoutez, je veux bien, mais je risque encore de me faire critiquer, on va voir, etc. Donc probablement que ça sera sur le sol russe la prochaine fois. Donc il y a une entente entre les deux hommes qui est une affinité de destin en définitive, historique, dont la destinée a voulu que ça tombe sur. Il n'y a pas eu aussi seulement une affinité d'ailleurs de destin sur la remontée, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect, j'en parlais du satanisme, c'est l'aspect théologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre Trump et on ne peut pas comprendre Poutine si on écarte la religion. Trump, comme l'a dit d'ailleurs son vice-président Vance, il a dit le problème de Trump, en fait, c'est d'appliquer les évangiles. Il y a dans la personnalité de Trump, au fond de lui-même, la volonté d'épargner les vies humaines. C'est vraiment quelque chose qui le préoccupe, d'où son souci d'assurer la paix. Il veut rétablir un ordre moral et conforme en gros à la morale traditionnelle du christianisme. C'est pour ça qu'il est contre LGBT, contre l'idéologie woke, qu'il a quand même décidé, par exemple, de faire retirer tous les drapeaux LGBT de tous les bâtiments publics aux États-Unis. Il avait vivement protesté contre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris par Macron en disant que c'était scandaleux, etc., et que c'était des blasphèmes. Donc ça, c'est très important à comprendre dans la pensée trumpienne. Et c'est aussi important à comprendre dans la pensée de Poutine, puisque Poutine a pris un pays qui était athée officiellement et qui persécutait en gros les églises et notamment l'Église orthodoxe. Et Poutine a fait un grand retour, a présidé un grand retour de la religion orthodoxe et des religions aussi en général, puisque il a bien encadré et bien intégré l'islam en musulman, l'islam en russe, et notamment dans les républiques d'Asie centrale, à qui il a toujours une certaine part. Voilà. Alors, ils ont donc, à mon avis, ils sont donc convenus que sur le schéma que j'évoquais, sauf que Trump n'a pas voulu prendre de front Zelensky, ni les puissances occidentales, ni tous ses opposants, les médias, les lobbies, etc., etc. Donc je pense que Trump doit se dire, maintenant je vais revenir chez moi et je vais appeler les uns et les autres. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. On apprend en ce moment même que Trump a appelé au téléphone, il y a une espèce de téléconférence
où il a raconté ce qui lui était arrivé avec Zelensky, enfin, il a raconté avec ce qui lui était arrivé avec Poutine. Il a raconté ça. Il y avait Zelensky, il y avait Macron, Merz, Merkel, von der Leyen, pardon, Starmer, Stubb, sans doute le Finlandais, également le Polonais Tusk, je crois. Enfin bref, le banc et l'arrière-banc de ce qu'on appelle les Européens. Et il leur a raconté ce qui s'était passé. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je pense que tout le jeu de Trump, c'est ça, c'est que il dit voilà ce que moi je propose, qu'on fasse ça. Évidemment, vous avez Zelensky qui a annoncé qu'il allait à Washington lundi d'ailleurs. Zelensky qui est furax, on imagine que Macron, etc., vont faire les gros yeux. Et donc je pense que Trump a parfaitement prévu le coup. Et je pense qu'il va dire à tous ces messieurs, ben, écoutez, moi j'ai essayé de faire bons offices. Vous êtes dans l'irréel, vous êtes dans une situation irréelle. On apprend aujourd'hui même, d'ailleurs ce matin, un nouveau rapport, c'est publié par Euractiv, je crois, de l'OTAN, comme quoi les pays de l'OTAN, les pays européens de l'OTAN sont complètement à genoux. Ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus d'armes. Par ailleurs, ce sont des pays qui sont ruinés. Par ailleurs, ce sont des pays, l'Union européenne, les dirigeants européens qui ont été choisis, sélectionnés par l'État profond américain, c'est-à-dire par les principaux ennemis de Trump. Eh bien, c'est que ce soit Merz, que ce soit Macron, que ce soit Starmer, etc., en fait, sont détestés par leur propre population. Merz, en l'espace de 100 jours, il est tombé à 30% moins de 30% de popularité. Il a un parcours en termes de popularité qui est l'inverse de celui de Trump. Macron, n'en parlons pas. Je l'ai dit, je crois tout à l'heure, on estime que 85% des Russes soutiennent Poutine. On estime qu'il y a peut-être 10 à 15% des Français qui soutiennent encore Macron et encore. Ça veut dire que l'Union européenne, ce sont des pays qui sont ruinés, divisés, désarmés, qui n'ont plus de capacité de mobilisation, qui n'ont pas de capacité de mobilisation de leur peuple, puisque les peuples les détestent. Aucun Français n'a envie d'aller se faire trouer la peau pour aller se battre pour l'Ukraine. Beaucoup de Français ne considèrent pas d'ailleurs la Russie comme l'ennemi de la France, en tout cas pas l'ennemi principal. Si on fait un micro-trottoir dans la France entière, on verra que les Français sont beaucoup plus préoccupés par leur niveau de vie qui s'effondre, par l'augmentation du prix de l'énergie, etc., par l'insécurité, par la montée de l'islamisme, etc. Mais ça préoccupe les Français, mais la Russie pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, Trump joue sur du velours. Il peut dire donc aux gens qu'il a réunis, il a dit voilà, moi ce que je propose, c'est ça. Maintenant, à vous de jouer. Soit vous êtes d'accord et on y va et on fait la paix. Et moi, j'aurai on pourra refaire du développement économique. Soit vous n'êtes pas d'accord à ce moment-là. Ben moi, je retire les États-Unis d'Amérique. Moi, je suis là. Les Américains ne veulent plus payer. On a donné déjà des centaines de milliards de dollars. On ne veut plus payer. Maintenant, c'est à vous. Alors là, évidemment, c'est là que on va rigoler, si j'ose dire, parce que les Européens seront mis au pied du mur de leur propre nullité, de leur propre absence de totale de stratégie, en fait. Et en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les buts de guerre dans cette histoire sont très clairs de la part de Poutine. De la part de Trump, Trump, il a hérité d'une situation avec des buts de guerre qui étaient ceux d'Obama et de Biden, et en fait de l'État profond américain, qui était d'envahir la Russie, non seulement de chasser le régime de Poutine, mais également de démanteler la Russie en une quinzaine d'États. Je l'ai expliqué longuement et c'est pas des racontades, c'est à partir de données tout à fait sérieuses. La stratégie des États-Unis d'Amérique qui veut démanteler la Russie. Madame Victoria Nuland l'avait suffisamment expliqué lorsqu'elle travaillait encore pour Biden. Et puis on a toutes les cartes qui ont circulé. J'ai expliqué ça dans une vidéo au dialogue franco-russe. Mais Trump, lui, maintenant, il a complètement changé ça. Lui, c'est plus du tout son objectif. Lui, son but, c'est de finir la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Là-dedans, dans cette histoire, quels sont les buts de guerre des dirigeants européens? Ministère et boule de gomme. En fait, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de réflexion stratégique, ils ne font qu'obéir à leurs commanditaires. Et donc, voilà ce qui va se passer. Alors, reste là-dedans, la dernière histoire, c'est un point focal. C'est un individu, c'est Zelensky.
normalement, compte tenu de l'histoire des États-Unis d'Amérique, on peut estimer que les États-Unis pourraient lui appliquer le même régime, si j'ose dire, à Nguyen Van Thieu au Sud-Vietnam, qu'au maréchal Lon Nol au Cambodge, au Shah d'Iran en Iran, c'est-à-dire de laisser tomber leurs alliés et puis de s'en débarrasser. Voilà, les laisser tomber, au moins les chasser du pouvoir, les faire chasser du pouvoir par une révolution, ou alors éventuellement même s'en débarrasser avec une balle dans la tête, ou alors encore avec un chèque. C'est possible, à mon avis. C'est vraiment lui qui cause le souci. Il y a une façon peut-être que Trump pourrait avoir de se débarrasser de lui de façon assez élégante et assez incontestable, c'est que Trump pourrait dire qu'il exige qu'il y ait maintenant des élections en Ukraine et que l'Ukraine doit être un pays démocratique, puisque je rappelle que Zelensky n'est plus le président de l'Ukraine légitime, puisque normalement il a interdit qu'il y ait des élections présidentielles. Ça fait plus d'un an qu'il est resté au pouvoir. Voilà, c'est comme si Macron, en 2027, décidait de rester jusqu'en 2028 en ayant interdit l'élection présidentielle. Donc Trump jouerait sur du velours en disant, écoutez, Monsieur Zelensky, il faut maintenant organiser des élections, et puis les Américains pourraient soutenir son adversaire principal, lequel ne demande sans doute que ça. D'ailleurs, les Ukrainiens, le peuple ukrainien en a ras-le-bol de Zelensky et il veut la paix. Donc, à mon avis, je pense que dans les semaines qui devraient venir, je verrais assez bien que Trump impose à Zelensky une élection présidentielle, auquel cas les Européens ne pourraient pas s'y opposer. Et puis, une fois que Zelensky aurait dégagé, ben à ce moment-là, je pense que les États-Unis feraient pression sur le nouvel élu. Et puis, encore une fois, la meilleure des pressions, c'est de dire si vous n'êtes pas d'accord, moi, je m'en vais. Et donc, les Européens seront ils seront dans une impasse, en fait. Voilà. Alors, au total, on peut tirer de tout ça, ça reste évidemment à confirmer. On peut tirer de tout ça que nous assistons à un basculement géopolitique très, très important. En fait, l'OTAN est au bord d'être obligée de reconnaître qu'elle a perdu la guerre. C'est quand même sérieux. Hein. C'est-à-dire un pays tout seul, la Russie aidée par la Corée du Nord, un petit peu par l'Iran, a réussi non seulement à tenir tête, mais à gagner sur une coalition d'une trentaine d'États, dont les États-Unis d'Amérique. C'est quand même très, très impressionnant. Donc, c'est, à mon avis, d'une certaine façon, le début de la fin, peut-être, de l'OTAN, et en tout cas de l'Union européenne, parce que ça, les dirigeants européens vont y laisser des plumes. Bien entendu, le narratif s'agite en ce moment. Hein. Il va y avoir tous les grands médias qui expliquent que Trump s'est fait avoir, que ci et que ça. Enfin, il y a de moins en moins de personnes qui sont dupes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce sont des réactions à chaud. Hein. On va voir, je vais peut-être être démenti sur tel ou tel aspect des choses. Enfin, ça correspond quand même assez largement à ce que l'on pouvait anticiper quand on veut bien réfléchir sans dire idéologique. Voilà. Vive l'UPR et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.